Oh, j'ai envie de dire, va faire ton burn-out plus tôt, mec. Et mon employeur m'a effectivement demandé. Moi j'ai suivi un parcours pareil classique, tes parents ils disent c'est incroyable, tes grands-parents ils disent c'est trop bien, sauf que non en fait. Moi je cherchais aussi un équilibre vie pro, vie perso, et en fait on me disait limite t'es pas un millénial. Enfin je pense qu'il y a une majorité de gens qui se sentent pas forcément bien dans leur travail, mais qui après ne passent pas forcément le step de se dire vas-y stop. Par exemple quand j'en parlais à mon père, en fait je sentais que pour lui le burn-out c'est juste de la fatigue. Est-ce que tout le monde peut apprendre à hypnotiser ? Je me rappellerai d'une personne qui appuie sur le bouton et qui explose en sanglots. Pourquoi aller voir un hypnothérapeute ? Prenez une grande inspiration, détendez-vous à l'expiration, relâchez, fermez les yeux et juste dormir. Détendu, relâché, exactement comme ça. Bienvenue à tous dans Sous les apparences. Aujourd'hui, on reçoit un invité iconique comme d'hab, mais avant de commencer, l'objectif c'est vraiment de vous faire passer le message comme quoi si ce podcast existe, c'est grâce à vous. Donc on vous fait confiance pour vous abonner, liker, partager et donner de la force à maximum à cette émission. Il brillait dans le monde du luxe, porté par un poste prestigieux et une belle rémunération, mais derrière cette image flatteuse, Florian vivait une perte de sens profonde. Un jour, dans son travail, on lui demande quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, et c'est à ce moment-là qu'il tombe en burn-out. Un mois plus tard, sa vie prend un tout autre tournant. Aujourd'hui, Florian est devenu hypnétique, le plus grand hypnotiseur de France. Oui, vous avez bien entendu. Et je vous laisse regarder la version YouTube et son compte Instagram. Et d'ailleurs, on a pu profiter de ses talents d'hypnotiseur. On vous mettra des petits extraits à la fin et on fera aussi une petite démo à la fin du podcast. Mais alors, qui est-il vraiment derrière les apparences ? Qu'est-ce qui a vraiment provoqué son burn-out ? Comment est-il devenu hypnotiseur ? Et peut-on vraiment vivre de sa passion ? C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de Sous les apparences. Florian, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformé pour t'amener à qui tu es aujourd'hui ? Bonjour à tous les deux. Merci pour l'accueil. Rentrons dans le vif du sujet. La phase de ma vie qui m'a le plus impacté ? Transformé ? Très clairement, c'est la phase où je suis passé d'un travail, on va dire, salarié classique à, au final, un travail d'artiste et je dirais même d'intermittent du spectacle. Cette phase-là, c'est la phase où, on va dire, j'ai l'impression que je suis devenu moi-même. Et il a fallu attendre, du coup, pas mal de temps, mais c'est venu, et mieux vaut tard que jamais. Excellent. Et justement, si on revient un peu au Florian de 25 ans, c'était quoi ses rêves ? Les rêves du Florian de 25 ans, ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne. Il était persuadé que sa carrière dans le marketing digital était la bonne, que c'était pour lui, et ça jusqu'au bout. Je vais reparler en jeu parce que le il ça fait un peu bizarre. J'étais vraiment persuadé que c'était la carrière qui me convenait, et je me suis trompé parce que même si j'ai beaucoup apprécié cette partie de ma vie, là en termes d'enthousiasme et le fait de s'éclater, vraiment je suis au firmament. Et tu travailles dans le luxe, c'est ça ? Alors, dans le secteur du luxe entre autres. Ok. J'étais consultant. Ok. Et j'avais plusieurs clients. Mais effectivement, à un moment de ma carrière, j'ai travaillé pour des marques de luxe, effectivement. Ok. Et en quoi, du coup, consistait vraiment ton travail au quotidien, etc. Alors, pour vulgariser un peu ça, j'étais en train de mettre en place des systèmes d'information pour des marques de luxe d'un point de vue international. Et ça, pour gérer toutes les communications digitales des différentes marques de ce groupe de luxe, que je ne citerai pas. Ok. Ouais, mais justement, c'était peut-être cette dimension internationale qui te plaisait dans ce poste, ou pas forcément ? Il y avait quoi ? C'est quoi qui te plaisait un peu principalement ? Oui, tout à fait. La partie internationale m'a beaucoup plu, notamment parce que j'ai eu l'occasion dans ma carrière aussi de vivre en Angleterre pendant 5 ans. Donc très clairement, parler anglais, j'adore. Et effectivement, le côté international, j'ai pu voyager dans plusieurs pays avec ce client-là, notamment. Donc oui, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Ok. Et à contrario, qu'est-ce qui te plaisait le moins ? Ce qui me plaisait le moins dans cette carrière-là, même si j'en avais pas conscience, c'était le manque de sens. En fait, j'avais du mal à travailler pour enrichir notamment un acteur du luxe, mais d'autres acteurs qui, je l'estime, n'en avaient pas forcément besoin. Ou globalement, vendre un sac à 5 000 € alors qu'il en a coûté 200 € à produire et d'aider cette ambition dans laquelle je ne me retrouvais pas, je commençais déjà à vivre une espèce de dissociation entre j'aime mon métier, mais j'aime pas ce à quoi il sert. Et le problème du marketing,
et a fortiori du marketing digital, c'est que c'est forcément pour gagner de l'argent, en fait, faire gagner de séduire le l'argent. client, etc. Exactement. etc. Alors après, l'idée a été de trouver des entreprises qui avaient plus de sens. C'est-à-dire que oui, il y avait toujours besoin de gagner plus de chiffre d'affaires, etc. Mais en tout cas, d'avoir un sens un peu plus en cohérence avec mes valeurs. Ok. Et justement, parlons-en, c'est quoi tes valeurs? Comment tu t'estimes aujourd'hui? Mes valeurs, j'ai pas envie de parler comme un bisounours, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est l'écologie, l'environnement. Ça me touche beaucoup plus qu'avant. Ça m'a toujours, j'étais toujours assez sensible à ça et globalement à la justice et notamment la justice sociale. Tout ça, ça a été des valeurs qui ont été très importantes pour moi, mais dans une période, parce que là j'ai quand même 40 ans et Tu les fais pas. on me le dit souvent. Vraiment. On me le dit souvent. Mais du coup, j'avais ces valeurs-là dans un monde où ces valeurs n'étaient pas à la mode. Là, en fait, je me suis toujours senti comme avoir les valeurs d'un millénial. Sauf que je faisais pas partie de cette génération-là. Et du coup, une vraie. J'avais l'impression que de par mon âge, de par mon expérience et tout ça, c'était pas mon rôle d'avoir cette sensibilité-là. Et pourtant, je la ressentais. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à me placer par rapport à ça. Tu te sentais vraiment, t'avais vraiment un écart générationnel finalement entre même les gens de ton âge ou vraiment c'était uniquement dans ce cas de figure ou c'était vraiment par rapport même aux autres, les gens de ton âge avec qui tu discutais, tu sentais qu'il y avait quelque chose ou Non, pas parce que forcément? les gens de mon entourage, on sait s'entourer avec des gens qui sont en cohérence avec nos valeurs. Donc, c'était principalement au travail où en fait, moi, je cherchais aussi un équilibre vie pro, vie perso, etc. Et en fait, on me disait limite, non mais t'es pas un millénial. Enfin, limite, ça c'est réservé aux jeunes. Mais toi, non, non, à ton âge, t'es pas censé demander ce genre de choses-là. Et on me l'a jamais dit de façon si explicite, mais moi je le ressentais comme ça. Et je me sentais en vrai décalage. Donc tu t'imposais un peu quand même? T'imposais tes valeurs, t'imposais ce cadre ou alors t'avais un blocage par rapport à ça? Alors j'ai eu un blocage pendant très longtemps. Parce que d'un côté, j'aimais mon travail aussi. Mais à un moment, effectivement, je me suis rendu compte que ma vie perso avait été complètement mise de côté par rapport à la vie professionnelle. En gros, mon principal objectif, c'était ma vie professionnelle et j'en avais mis de côté ma vie perso. Et c'est vrai que sur le tard, mais à partir de mes 30 ans, on va dire, là, j'ai eu un espèce de déclic me disant « Ok, là, il va falloir que je rééquilibre un peu tout ça. » En fait, j'ai créé une carrière où je suis allé, on va dire, assez loin, même en étant assez jeune à l'époque, dans les différents jobs que j'ai eus. Et en fait, je me suis dit, en fait, là, si je stagne à ce moment-là, ça me va. Mais par contre, je vais mettre plus l'accent sur la partie perso, pour essayer de rééquilibrer quelque chose. Et toi, Polo, t'as vécu un peu aussi un décalage, un peu comme ça aussi dans le monde. Ouais. Non, tu te ressens aussi un peu dans les paroles de Florian? Moi, ça me parle beaucoup. Alors pour le coup, moi, je suis dans cette génération-là dont tu parles. Donc il y en a quand même beaucoup qui se posent ces questions-là, du sens au travail. Quelquefois, des fois, alors j'aime pas dire un peu trop, mais des fois, on peut chercher des excuses de en fait, non, j'ai pas envie de trop travailler. Et en fait, ils se rendent pas compte non plus de la valeur de travail. Et ils profitent après de pas mal de choses. Enfin bref. Et donc, moi, je suis tombé dans ce truc-là de me dire, en fait, je finis mes études. Moi, j'ai suivi un parcours pareil, classique de OK, je fais des études de commerce, je rentre dans une grosse start-up sur Paris, un métier pareil où t'es bien payé. Hein. Tes parents, ils disent c'est incroyable. Tes grands-parents, ils disent c'est trop bien. Tes amis, ils disent oh, mais c'est trop bien ce que t'as aussi. Sauf que non, en fait, toi, ça te va pas, alors que pourtant, t'es voué à avoir, comme tu l'as très bien dit, une très belle carrière. Et là, gros coup d'air à la tête. Et du coup, toi, t'as eu un peu la même chose aussi. Exactement, ouais, le coup derrière la nuque, là, que tu le vois pas venir. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment, tu vois pas venir, et puis à un moment, ton corps, ton esprit, c'est le stop. Ouais. J'ai tendance à dire que, dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est une majorité, mais après, il y a aussi beaucoup de personnes, je pense que c'est une minorité par rapport au fait que des fois, ils se sentent pas en quête de sens vis-à-vis de leur travail. Il y en a qui se sentent, je pense qu'il y a une majorité de gens qui se sentent pas forcément bien dans leur travail, mais il y a qui après ne passent pas forcément le step de se dire, vas-y, stop, par peut-être sécurité financière ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors pour le coup, moi, je me suis toujours estimé très chanceux, même quand je faisais du marketing, parce que j'aimais mon job.
Et je sais que la plupart des Français, en tout cas, n'aiment pas leur job. J'imagine, effectivement, t'es serveur dans un bar, t'es caissier au supermarché. C'est difficile de s'épanouir dans ce boulot-là. Il y en a qui y arrivent très bien. Et tant Qui est mieux pour eux. répétitif en plus tout le Mais temps. voilà, c'est pas des métiers valorisés, en tout cas dans notre société actuellement. Moi, j'avais un métier qui était valorisé, qui était valorisant. Et je me suis toujours estimé très chanceux d'aller, entre guillemets, travailler avec le sourire le matin. Ça n'a chance. pas duré jusqu'au bout, mais c'était une vraie chance et j'en avais vraiment conscience, pour le coup. Ok. Et il y a eu un moment charnière. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Concrètement, comme tu l'as précisé tout à l'heure, mon employeur de l'époque m'a demandé. Alors, j'avais déjà une charge de travail assez importante, mais que j'arrivais à gérer. Et mon employeur m'a effectivement demandé de, on va dire, sans trop rentrer dans les détails, d'outrepasser mes valeurs dans le cadre du travail. Globalement, de mentir à certaines personnes, etc., pour le boulot, pour les intérêts de l'entreprise. Chose qui faisait pas partie du contrat à la base et que je n'avais jamais vraiment fait comme ça. Et en fait, intérieurement, ça a déclenché plein de choses. Et à ce moment-là, mon corps et mon esprit, mais surtout mon esprit pour le coup, a dit alors je l'ai fait, mais je l'ai payé très cher. En plus, c'était contre tes valeurs, de ce que tu disais au début. Voilà, donc ça je l'ai devait fait être, parce qu'on me dit faut le Ouais. faire. Donc mon employeur, c'est lui qui me paye, c'est mon boss, faut le faire, je le fais. Ok, j'y vais à reculons, mais je le fais, je suis professionnel. Sauf que mon vrai employeur, c'est-à-dire mon cerveau, lui, il n'était pas du tout satisfait de ce que j'ai fait. Et globalement, le soir même, je faisais des crises d'angoisse que je n'avais jamais fait de ma vie. C'est fou. Et du coup, j'ai été arrêté. Alors, on appelle ça, c'est intéressant, hein, on vulgarise un burn-out, mais en fait, il y a un vrai terme qui est américain aussi, qui s'appelle le brown-out. Il y a le burn-out, qui est la surcharge de travail. Il y a le bore-out, c'est quand on s'ennuie au L'ennui, travail ouais. à tel point qu'on pète un plomb. Et il y a le brown-out, c'est quand on va au-delà de ses valeurs et que du coup, le cerveau ne supporte pas ça. Donc, c'était un vrai brown-out pour le coup. Et ça, c'est des questions que tu te posais avant que de passer par là, avant d'avoir cette expérience de vie, de remettre du sens dans ta vie? Ouais, parce que comme je disais tout à l'heure, je commençais à avoir toutes ces choses de millennials, ça, ces envies de millennials qui popaient et je savais pas trop comment les gérer parce que si j'en parlais, on me disait mais tu rigoles, enfin pas à ton âge quoi, enfin t'as pas 18 ans mec, donc redescends. Donc oui, j'y pensais, mais en fait, il a vraiment fallu ce déclic très difficile. Je le souhaite à personne hein, de vivre ce que j'ai vécu. Il y en a plein qui le vivent. Il y en a, c'est même encore plus dur. Parce qu'un burn-out en mode bien violent, la personne ne peut pas se lever pendant 6 mois. Enfin, ça peut arriver jusque-là. Moi, c'était pas le cas. Moi, j'étais en arrêt de travail, mais effectivement, crise d'angoisse, pleurs, la totale. Vraiment, mentalement, et surtout, je découvrais ce que c'était. En fait, j'avais jamais vécu ça. Mais je peux pas dire... D'un côté, j'avais une partie de moi qui me disait c'est nouveau, ça sort de nulle part. Et de l'autre, je me dis mais en fait, j'ai suivi le bon chemin pour y aller et foncer la tête la première dedans. Donc, tu vois, c'est un peu ambivalent. Et au début, quand tu es rentré dans cette phase, justement, tu étais plus en période un peu de sidération ou tu as essayé d'agir au plus vite pour justement te guérir? Alors, une vraie sidération, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Concrètement, moi, les crises d'angoisse, je sais que chacun les vit différemment. Mais moi, j'avais l'impression que j'allais mourir. Ouais. Donc, j'avais l'impression que j'allais mourir et je comprenais pas. Et j'étais dans mon lit et j'arrivais plus pas à dormir. Je cogitais, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Est-ce qu'il fallait que j'appelle les urgences? Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que je faisais une crise cardiaque? J'en savais rien en fait. Je ne savais pas et mettre des mots là-dessus parce que c'était tout nouveau. Du coup, je suis allé voir un médecin et puis je me suis rendu compte que dès que mon médecin me demande de parler, de dire ce qui se passait, et ben je partais en pleurs. Et donc là, ok, j'ai été arrêté et j'ai pris des anxiolytiques. Okay. J'étais pas très pour au départ parce que moi j'aime pas trop les médicaments, j'essaye d'éviter dès que je peux. Et surtout j'ai peur de développer une addiction aux médicaments. Je sais que les antidépresseurs sont
on est les grands consommateurs en France des antidépresseurs. Mais là, elle m'a rassuré, mon médecin, en me disant que non, c'est un anxiolytique, c'est pas un antidépresseur, c'est vraiment deux choses différentes. Et ça va permettre de gérer les moments de crise d'angoisse. Donc ça m'a rassuré, effectivement, ça m'a bien aidé. Tu es pas quand même devenu addict à ces anxiolytiques, Non. même après coup, parce que ça peut potentiellement. Alors, a priori, arriver. ces anxiolytiques, les risques d'addiction, je suis pas médecin, mais de ce qu'on m'a dit, sont moindres Ok. que des antidépresseurs. Où Ok. là, c'est vraiment différent. Mais moi, j'avais vraiment demandé à ce qu'on me donne pas des trucs qui créent de l'accoutumance. Ok. Et tu les as pris combien de temps? Peut-être 3 semaines, un mois, Ok. en dégressif. Et la phase à durée de burn-out a duré combien de temps? Alors, ça dépend de C'est où tu, toujours où très tu- dur, où mais tu c'est l'arrêtes. impossible. Oui, je c'est comprends. impossible à C'est pour ça, définir. ma question, Mais- elle est. Mais globalement, j'ai été arrêté pendant un peu plus d'un mois. Ok. Et je suis retourné au travail, mais pas très longtemps, parce que du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ok. Parce que je me... Oui, c'était le déclic. Ah ben là, je me sentais plus. Alors, on en reparlera après, mais c'était pas là où j'ai eu le déclic de l'hypnose. Hein. À ce moment-là, je connaissais rien de l'hypnose, etc. Je savais juste que je ne pouvais pas retourner travailler dans cette entreprise et dans ces conditions-là. Ok, je comprends. Et t'en as parlé un peu autour de toi? De ça, de ces épreuves? Difficilement, parce que, par exemple, quand j'en parlais à mon père, en fait, je sentais que pour lui, le burn-out, c'est juste de la fatigue. En fait, c'est pas sa génération. Il ne connaît pas. Pour lui, tu es fatigué, bon, tu te reposes et tu retournes travailler. Et quand je parlais des valeurs, etc., ça clique pas, en fait. Donc non, en parler, ça a été... Alors oui, j'ai quand même des proches qui étaient là pour me soutenir, et encore heureux. Mais sur certaines personnes, c'était un peu compliqué. Même si je pense que ça devient de plus en plus, hélas, courant, reconnu, diagnostiqué, et tant mieux que ça soit diagnostiqué maintenant. Moi, je pense qu'il y en avait plein avant, mais qui portaient pas de nom, en fait. On le voit avec nos grands-parents. Ouais, Nous, c'est qu'on a fou. lancé le média, et puis maintenant le podcast, moi, j'en ai parlé à mes grands-parents. Ils comprenaient pas. Ouais, ils comprenaient pas non plus. Tu leur Ouais. dis, je vais parler de santé mentale sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a un truc qui colle pas. Il y avait un truc qui collait pas. Mais ouais, non, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre un peu tous les enjeux parce que c'est invisible, donc ça sera jamais de le répéter. Mais ils ont toujours du mal à se dire. Ou alors, tu sais, ils réagissent, mais sans vraiment beaucoup de conviction. En mode, ah, c'est bien. Mais c'est parce qu'ils sont fiers de toi que tu fasses quelque chose, donc ça, c'est cool. Mais tu sens qu'ils pigent pas ce que... tu sens que c'est pas très conséquent, c'est pas ça qui va changer le monde pour eux, alors qu'en vrai c'est comme voilà, c'est viable, ce sera, tant que tout le monde a un cerveau, ce sera hyper important, mais les gens s'en rendent pas encore toujours compte. Après il y a même des gens de notre génération qui ne comprennent pas encore l'importance de la santé mentale, ou alors qui font des auto-diagnostics des autres personnes en disant ouais, lui ici, lui et ça. Il y a encore beaucoup de confusion autour de la santé mentale, mais bon, c'est un sujet. C'est la mode avec les TDAH. Peut-être que tu vois ça un peu sur les réseaux en ce moment. Tu dis, oh, je suis TDAH parce que j'ai oublié mon verre, parce que là. Ouais, c'est ça. Alors, je le vois sur les personnes que j'hypnotise. Il y en a plein qui me disent j'ai un TDAH et en fait, ou TDA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour hypnotiser des personnes comme ça, la technique est un peu différente. Et en fait, la plupart du temps, j'utilise une technique, on va dire, générique, classique, mais en fait, qui marche très bien sur eux. Ce qui me dit que s'ils avaient un vrai trouble de l'attention, ils ne seraient pas rentrés dans l'état aussi facilement. Typiquement, moi, je suis diagnostiqué TDAI, donc mode inattentif. Ça a très bien fonctionné. Donc, on vous tease, hein, mais après, c'est complètement zinzin. Dans la vidéo, on le verra aussi, mais t'étais moi, je veux être hypnotisé. Ouais, après, c'est parce que je voulais connaître l'expérience, mais de toute façon, on en parlera. Y reviendra, ouais. Exactement, mais tu vois, et donc TDAI vraiment diagnostiqué par un psychiatre avec les phases de test, etc., etc. Et pourtant, tu vois, j'ai été très réceptif et enfin voilà, il n'y a pas eu de forcément de, tu vois. Non, j'ai pas utilisé une technique particulière pour toi. Je savais pas que tu étais TDAI. Je ne savais même pas ce que c'était un TDAI. Ouais, il y en a beaucoup et ça, je suis limite content d'en apprendre. Même, j'ai commencé un peu à plus parler sur LinkedIn et tout. Les gens disent et tout. Donc même des psychiatres, etc. Enfin, eux, ils savent ce que c'est et tout. Ils étaient là derrière en mode oui, ça existe, machin et tout. J'étais content. mais ouais, non, c'est tout un truc. Mais alors du coup, sur ton entourage. Qui était donc tout autour de toi. Est-ce que tu avais aussi des amis qui étaient là pour toi? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme action pour que tu ailles mieux, pour que parce que tu avais l'appui médicament, mais après donc il y a forcément l'appui entourage. Comment bien sûr. C'est un peu compliqué. Bizarrement, la mémoire de cette période-là est très floue. J'aurais du mal à te dire effectivement qui était là pour faire quoi.
Donc, je vais avoir du mal à répondre à ta question. Je sais que j'étais pas tout seul. Et ça me suffisait, en fait, de me dire je suis pas tout seul. Mais j'ai plus en mémoire des actions spécifiques, etc. C'était pas genre les gens venaient à mon chevet, machin. C'était pas ça. J'étais pas bloqué dans mon lit ou quoi que ce soit. Hein. Donc vraiment entre guillemets. Par contre, je vivais une période pour le coup que j'avais pas eu beaucoup l'occasion de vivre. C'est du coup un arrêt de travail. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Je suis très rarement malade. Donc un arrêt de travail prolongé, suivi après d'une période de chômage. Ok. Où là, vraiment, ce sont des choses qui, pour le coup, étaient très nouvelles pour moi. Et où je savais pas trop. Enfin, c'était bizarre. Je me levais quand je voulais, j'avais du temps. Fallait que je pense un peu à moi, que j'aille faire du sport. En pleine journée, enfin des choses que j'avais pas l'habitude de faire en fait quand j'étais salarié classique en fait. Ça c'était un peu ma question justement, c'était quoi un peu ta journée classique en étant en arrêt de travail? Bah c'est ça. C'était en fait, vraiment, tu choisissais au jour le jour de ce que tu allais faire, etc. Ouais, c'est ça. Alors j'avais pas trop de plans, Ouais. mais en tout cas le matin je me levais tard. Je suis un gros dormeur le matin. Je sais pas. Et puis j'allais beaucoup au sport, j'essayais de me vider la tête. Je me suis aussi mis bien sûr à être suivi par un psychologue qui m'a beaucoup aidé. Donc en fait, et bizarrement quand tu travailles pas, tu te rends compte, tu vas te dire la journée va être longue. Ah bah pas du tout en fait. Ça va super vite. Ça va super vite. Mais surtout, de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Et je m'en suis rendu compte à cette occasion-là que prendre du temps pour soi, c'est un peu se nourrir soi-même. Je ne sais pas si je suis très clair, mais prendre du temps, même de lire un bouquin, ou même ça peut être même de scroller sur des réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais juste se dire, bah là, j'ai le temps de le faire. Et franchement, c'est juste hyper agréable. Et c'était trop rare avant. On en parlait, mais alors du coup, les crises d'angoisse arrivaient à quel moment? Ça pouvait arriver aussi bien le matin que le midi, que le soir? Tes crises d'angoisse arrivaient à quel moment? Moi, c'était le soir. Ok. C'était le soir au moment du coucher. Ok. Personnellement. Mais, et sans déclencheur particulier. Après, j'ai fait des grosses crises d'angoisse, mais heureusement, les médicaments m'ont permis de... Canaliser. Oui, très rapidement, j'ai plus fait de crise, en fait. Ça n'a pas été pendant un mois des crises. J'en ai fait pendant les premiers jours. Et les médicaments ont pris le relais et m'ont permis d'apaiser un peu tout ça. Sans trop d'effets secondaires, avec un peu de chance. Ça, c'est bien, ouais. Et tu parlais en support, donc tu avais les médicaments, tu avais le psychologue, et tu avais aussi un hypnothérapeute, c'est ça? Ou tu as fait un peu d'hypnose? C'est pas dans ce sens-là. Ok. C'est le psychologue. Donc là, si on en vient sur la découverte de l'hypnose, c'est mon psychologue après la grosse période, la période la plus dure où on travaillait vraiment sur on va dire, l'aspect un peu angoisse, dépression qui était à traiter. J'ai continué à suivre mon psychologue en me disant, en fait, il m'a fait vraiment du bien et puis on travaille d'autres choses. Et à un moment, mon psy me dit, ça serait bien que tu travailles le lâcher-prise. Ok. Comment? Tu devrais essayer d'aller voir un hypnothérapeute, ça pourrait te faire du bien. Je suis allé voir un hypnothérapeute, j'ai fait 2 séances qui, hélas, n'ont donné aucun résultat. Sauf qu'au fond de moi, je sentais que c'était moi qui bloquais. En fait, j'avais peur de l'hypnose, peur de la perte de contrôle. Ce que tu me disais un peu, Paul, avant d'essayer Alors tout que ça à a très l'heure. bien fonctionné. mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose, maintenant je le sais, à l'époque non, si on a envie de le bloquer, on peut le bloquer. Et encore heureux. Mais donc du coup, j'avais très peur de tout ça. Et je me rappelle même que quand j'étais chez l'hypnothérapeute, en fait, j'avais les yeux fermés, j'étais dans l'état sans vraiment m'en rendre compte. Et j'avais peur de mais qu'est-ce qu'il fait? Imagine, j'en sais rien, il me vole mon portefeuille pendant que j'ai les yeux fermés. Enfin, des idées complètement débiles. T'as un professionnel de santé, même s'il n'est pas médecin, mais t'as un professionnel quand même de la santé mentale qui est face à toi. Voilà. Mais en fait, j'avais peur. Et donc, et c'est par cet échec en hypnothérapie que j'ai eu une espèce de déclic en me disant, mais attends, je viens de dépenser entre guillemets 200 balles pour essayer d'aller mieux, ça marche pas et je sens que c'est moi qui me mets moi-même des bâtons dans les roues. Et du coup, dès que j'ai eu l'occasion de croiser un hypnotiseur
pour le coup, là, plus de spectacle, ou plutôt un hypnotiseur de rue aussi, on y reviendra. Et ben là, je lui ai dit, bah écoute, je lui ai raconté mon histoire et je lui ai dit, prouve-moi que je suis réceptif parce que je sens que c'est moi qui bloque. Sauf que la vraie différence entre le moment où je suis allé voir l'hypnothérapeute et ce moment-là, c'est que j'étais prêt. En fait, j'avais envie. Alors qu'avant, je n'avais pas du tout envie. En fait, j'avais très peur. Donc, et le fait que ça ne puisse pas m'aider, cette hypnothérapie, ça m'a vraiment frustré. Parce que j'y croyais. Hein. Je me dis, bah oui, ça doit pouvoir m'aider. Et en fait, je sentais que je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. Ça tombe bien. Là, tu viens d'enclencher quelque chose. On a un petit jeu qui est un vrai faux justement sur l'hypnose, qui vient casser un peu des mythes qu'on peut avoir sur l'hypnose. Du coup, on va te poser des questions. On va faire chacun notre tour et puis tu réponds par vrai ou par faux. Ça te va? Très bien. Et je peux détailler après. Après, on pourra détailler. Après le jeu, on Après détaille. le jeu, on Après détaille. le jeu, on pourra Ok, détailler. très bien. Tout le monde peut être hypnotisé. Vrai. Sous hypnose, on peut me mettre... Oula, je refais. Sous hypnose, on peut me faire n'importe quoi. Faux. On peut s'auto-hypnotiser. Vrai. On peut avouer un secret sous hypnose. Ça dépend. On peut m'hypnotiser sans que je le sache. Faux. Je peux rester bloqué dans l'état d'hypnose. Faux. Et dernière question, tout le monde peut apprendre à hypnotiser. Vrai. Ça, C'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, forcément, on a préparé le podcast, on a fait pas mal de recherches. Moi, je pensais que tout le monde ne pouvait pas être hypnotisé. Alors que si. Alors, tant qu'on a un cerveau, Ouais. on est hypnotisable. Je sais pas, peut-être que... Moi, non, c'est toi, on pas a, vu trop- que non, non. on a vu que t'étais réceptif, a priori, t'as bien un cerveau. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à expliquer, c'est que l'hypnose est un état naturel que l'on va croiser plusieurs fois par jour sans même s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous arrive de lire une page d'un livre, d'arriver à la fin de la page et de vous rendre compte que vous n'avez absolument rien retenu de ce que vous veniez de lire? Ah bah alors ça, Ouais. tout le temps. En fait, et pourtant, vos yeux sont passés sur les mots, mais vous avez rien retenu. En fait, vous étiez un peu dans la lune. Et en fait, c'est pas, on va pas appeler ça un état pur d'hypnose, mais c'est un état de conscience modifié qu'on assimile à un état d'hypnose. Donc en fait, on vit cet instant-là plusieurs fois par jour, plus ou moins en fonction des personnes. Donc, on vit cet état de conscience modifié plusieurs fois par jour, pareil quand on conduit. Des fois, on va d'un point A à un point B, on arrive au point B, on sait même plus par où on est passé. Et pourtant, notre cerveau, il a fait le job et on a bien conduit. Donc, on est vraiment tous hypnotisables. C'est juste qu'on va l'être à différents degrés, et surtout à une rapidité différente. Il y en a certains, il va leur falloir plusieurs minutes, plusieurs heures pour entrer dans l'état, et d'autres, ça va être très rapide. Tanguy. Oh, t'es pas mal aussi. T'es pas mal aussi, Paul. Vous n'êtes pas près des vidéos qui vont sortir. Mais du coup, voilà, on est tous réceptifs. Et c'est une question de temps, de laisser aller et surtout d'avoir envie. Si tu veux pas rentrer dans cet état, personne ne pourra te faire rentrer dans cet état. C'est ce qui doit être un peu rassurant parce que du coup, tout à l'heure, avant que tu commences justement, qu'on commence, on faisait les exercices d'hypnose, tu disais comme quoi, il y en a, tu sais, il y a un peu des préjugés sur l'hypnose, comme quoi, voilà, on peut complètement te contrôler, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça, des choses un peu what the fuck que tu peux entendre, que ce soit sur les réseaux ou autres, qui peuvent transparaître, mais qui finalement ne sont absolument pas la réalité? Alors, c'est très courant, effectivement, qu'on entende que les personnes ne veulent pas tester l'hypnose parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle. Alors, je rassure tout le monde, c'est assez rare qu'on vienne me voir en me disant « Ouh, j'adore perdre le contrôle ». Ouais. Non, il n'y a personne qui aime perdre le contrôle. Ça fait partie de chacun d'entre nous, surtout dans cette société dans laquelle on vit. Donc non, c'est pas une question de perte de contrôle. Et sous hypnose, on ne pourra te faire faire que quelque chose qui est OK au fond de toi. Ça veut dire que tu aurais pu faire dans ton état de conscience normal. C'est pour ça, quand on voit des gens... alors, il y a toujours l'image de faire la poule sous hypnose. Je ne sais pas trop d'où vient cette image parce qu'en fait, ça fait longtemps que plus personne ne fait ça. Et même Mesmer, l'hypnotiseur le plus célèbre en France, ne fait pas faire la poule. Ça, mais c'est une image qui est restée, une espèce d'image d'Épinal. Et ben, quelqu'un qui fait la poule sous hypnose, c'est OK pour lui. S'il le fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur du ridicule et que ça peut l'éclater, il n'y a aucun problème. Sauf que ça donne une très mauvaise image de l'hypnose. Ça donne l'impression que, oh là là, mon Dieu, il est en train de s'humilier sur scène. Et donc, du coup, les gens n'ont pas envie de tester l'hypnose. C'est pour ça que ce genre de suggestions, moi, je ne les fais pas du tout.
Moi, le but, c'est que à la fin d'un spectacle, les gens qui sont restés dans le public, qui n'ont pas été réceptifs assez rapidement pour monter sur scène, puissent se dire « Oh mon Dieu, ce qu'il a vécu, c'est génial, j'aurais tellement aimé le vivre. » Parce que ça veut dire que la prochaine fois, ils vont sans doute tout mettre en place intérieurement pour pouvoir le vivre. Donc vraiment, on ne perd pas le contrôle. Si je donne une autre image que j'aime bien donner, c'est comme si tu me prêtais le contrôle, les clés du véhicule, mais avec deux limites. La première, c'est qu'on reste dans ton cadre de valeurs et tes propres limites. Et de deux, c'est que tu peux reprendre les clés du véhicule quand tu veux. Si à un moment, t'as plus envie, bah t'as plus envie. Oh, j'aurais bien voulu m'appeler Micheline toute ma vie, moi. Oh, comment tu teases là. je tease. Il y a une question qu'on n'a pas posée, mais est-ce que tout le monde peut apprendre à hypnotiser? Tout à fait. En fait, apprendre l'hypnose, c'est un peu comme apprendre la musique. Tout le monde peut apprendre du piano, peut apprendre de la guitare, peut apprendre à chanter. Mais si je prends l'exemple de la guitare, tout le monde ne va pas devenir Jimi Hendrix. Donc en fait, c'est un peu ça. Il y en a qui ont un talent naturel sans trop savoir pourquoi, et il y en a pour qui il faut énormément travailler pour être très bon. Bon, bah l'hypnose, c'est pareil. Il y en a pour qui ça va être un peu inné, et d'autres qui vont devoir énormément travailler, mais tout le monde peut atteindre un très bon niveau en hypnose. Et il faut combien de temps pour apprendre l'hypnose? Toi, par exemple, combien de temps il t'a fallu pour apprendre l'hypnose? Alors moi, j'ai appris en autodidacte avec un livre. Le plus dur, c'est pas d'apprendre, le plus dur, c'est de se lancer. Néanmoins, maintenant, il y a des formations. En 3 jours, tu peux vraiment hypnotiser et apprendre les bases de l'hypnose. Attention, l'hypnose ludique, l'hypnose de spectacle. Tu vas pas te former comme ça en 3 jours à être hypnothérapeute. Parce que là, on part sur une autre façon de pratiquer, où là, on va, entre guillemets, interagir avec justement la santé mentale des personnes. C'est beaucoup plus médical, quoi. Alors, c'est pas médical, parce que l'hypnose n'est pas reconnue par la médecine en France et ni par l'ordre des médecins. Mais oui, pour moi, tu vas pas t'amuser à aller jouer avec la psyché des gens sans être correctement formé à l'hypnothérapie. Mais par contre, l'hypnose de spectacle, ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, et ben là, très clairement, ça s'apprend assez rapidement. C'est fou, 3 jours, je pensais pas. Ouais. C'est tellement, c'est très tellement rapide. Bon, allez, vas-y, attends, je me prends ma petite formation. Non, alors, Moi, je peux te former, hein, y a pas de souci, hein, avec plaisir. mais alors, du coup, concrètement, comment ça s'est passé entre le fait du coup, de l'épreuve que tu as vécue dans la boîte dans laquelle tu as fait ton burn-out et du coup, le début de l'hypnose? Comment ça s'est passé? Comment t'es passé à l'action pour justement vivre d'une passion? Tu vas nous en dire de l'hypnose. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé à raconter ça tout à l'heure. Donc, du coup, psy, hypnothérapie, ça ne marche pas. Ouais. Je vais voir un hypnotiseur, je croise un hypnotiseur de rue et je lui explique mon histoire et je lui dis prouve-moi que je suis réceptif parce que je sens que c'est moi qui fais un blocage. Bon, sans surprise, je suis réceptif. Donc, il m'endort sans aucun problème, même si je répète, je l'ai pas encore dit, mais qu'on ne dort pas sous hypnose. On utilise le mot dormir, on a l'impression que les gens dorment, mais en fait, ils sont conscients et ils entendent tout. Vous confirmez? Ok. Et il me fait vivre des effets hypnotiques. J'ai 2 révélations à ce moment-là. La première, c'est waouh, ça marche sur moi, c'est un truc de fou. Et comme c'est un état de détente et de relaxation incroyable, l'hypnose, c'est hyper agréable en plus. Et la deuxième chose, c'est que je trouvais ça passionnant qu'il puisse faire découvrir la puissance du cerveau aux passants dans la rue gratuitement. Et en fait, toute l'après-midi, j'ai été là à le regarder. Et je le regardais, il m'avait fait découvrir le truc, et puis à un moment, 3 heures après, il lève la tête, il voit que je suis encore là. Il fait t'es encore là? Ouais, en fait. Mais c'est génial ce que tu fais. Et là, il me dit les mots magiques. C'est pas un don, ça s'apprend. Et il m'a conseillé les bons bouquins. Et après, j'étais parti. Incroyable. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où tu as réussi à hypnotiser quelqu'un? En public, du coup, je me doute, dans la rue. C'était une personne dans la rue. Je l'ai pas fait sur mes proches parce que pour moi, c'était plus difficile pour moi d'hypnotiser mes proches parce que si jamais ça marchait pas, ils allaient pouvoir me juger pendant longtemps. Alors qu'une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, si ça marche pas, je la reverrai jamais. Je me rappellerai toujours, c'était une jeune demoiselle blonde qui a été dans la rue au niveau de Châtelet-Les Halles, qui est l'endroit un peu là où on hypnotise en tant qu'hypnotiseur à Paris. Et pour la petite histoire, j'avais lu tout le bouquin. Je me sentais complètement OK sur la partie théorie, mais pas du tout prêt à tester. Mais vraiment pas. Dans ma tête, c'était
no way, je vais regarder. Et j'avais rejoint des hypnotiseurs, justement pour voir un peu comment ça se passait et me dire, au fur et à mesure, ça viendra et peut-être qu'un jour, je me lancerai. Sait-on jamais. Et donc, du coup, je suis avec des hypnotiseurs. Et il y a un des hypnotiseurs qui commence à parler à une demoiselle blonde et qui a envie de tester l'hypnose, etc. Et il lui dit, vas-y, va avec Florian. Et là, il lui dit, et t'as de la chance, il fait ça depuis 10 ans. Oh, la pression. Devant le fait accompli. Je deviens blême. Et je lui dis, non, mais vas-y, t'as qu'à continuer. Il fait, mais non, vas-y, Florian, tu fais comme d'habitude. Waouh. La pression. L'enfer. Néanmoins, je dis, ok, let's go, on y va. Je bafouille le machin, mais ça marche du premier coup. Incroyable. Et là, j'ai été lancé. Alors bien sûr, au début, j'ai appris. Au début, quand tu pratiques, au début, c'est un peu difficile. Tu apprends de tes erreurs, etc. Mais j'ai été lancé. Et ce qui est assez impressionnant dans ce que je vous ai dit, c'est que si ça a marché, c'est grâce à l'hypnotiseur qui a dit une chose importante à la fille. Il lui dit, ça fait 10 ans qu'il pratique. En gros, l'hypnose fonctionne si au fond de vous, vous pensez que la personne face à vous est un hypnotiseur. Si jamais il lui aurait dit, vas-y, tu peux essayer avec Florian, mais il l'a jamais fait, on va voir si ça va marcher. Ça aurait mis un peu Dans sa tête, ok, il est débutant, il est nul. Et donc, ça va pas fonctionner. Alors que là, il a construit ma légitimité en me mentant, très clairement, parce que c'était la première fois que je le faisais, mais c'est grâce à ça que ça a fonctionné. Je vous donne une autre anecdote très rapide. Une demoiselle que j'ai rencontrée lors d'un spectacle, qui avait été hyper réceptive, un peu comme toi, Tanguy, et qui m'avait fait tout le spectacle. À la fin, elle vient me voir, elle me fait, moi, je suis super impressionné, parce que moi, j'étais persuadé que j'étais pas réceptive. Mais là, dans ma tête, je lui dis, non, quelqu'un comme toi, t'es hyper réceptif. Il me fait, ouais, mais pourtant, j'ai fait de l'hypnothérapie, ça n'avait pas marché. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est bizarre, parce que quand on est très réceptif en spectacle, pour un hypnothérapeute, c'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas réceptif en spectacle, on n'est pas réceptif à l'hypnothérapie, c'est différent. Mais il y a des prédispositions. Quand on est très réceptif en spectacle, du coup, pour l'hypnothérapeute, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et je lui demande je lui dis, mais attends, l'hypnothérapeute, elle n'a pas réussi. Elle me fait, non. Elle me fait, bon, ça m'étonne pas. Elle débutait. Là, dans ma tête, je fais, comment ça, elle débutait ? Oui. Elle m'a dit que j'étais sa toute première cliente et qu'elle avait jamais... j'étais sa première cliente. Et dans ma tête, je lui dis, mais en fait, cette hypnothérapeute, elle s'est tiré une balle dans le pied. En lui disant la vérité, en lui disant que vous êtes ma première cliente, elle a saboté sa propre séance. Parce que la personne, si elle avait cru qu'en face d'elle, elle avait une professionnelle qui était hyper douée, elle serait partie et ça aurait très bien fonctionné. Donc, la légitimité qu'on va se construire en tant qu'hypnotiseur est hyper importante. C'est fou parce que si on fait parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as un peu ce truc de faut pas dire que t'as jamais eu de client. Parce que sinon, les gens ils voudront pas bosser avec toi. Alors que si tu dis oui, des entreprises comme la tienne, j'ai déjà bossé avec au moins 5 entreprises comme la tienne. Alors pour le coup, il faut le faire si déjà tu sais que tu vas vraiment apporter de la valeur. Mais si tu sais que tu vas apporter de la valeur, toi, si tu savais que effectivement ça allait fonctionner, tu peux effectivement passer ce cap de c'est un petit mensonge, mais qui va apporter de la valeur à la personne et qui va fonctionner. Il y a une phrase en anglais qu'on utilise beaucoup en tant qu'hypnotiseur qui s'appelle fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que à un moment, tu n'as plus besoin de faire semblant parce que tu l'as fait. Mais au début, il faut faire un peu semblant. Et c'est pas évident parce que moi, dans mes valeurs, je ne mens pas. Et donc, du coup, moi, quand quelqu'un que j'ai pas encore hypnotisé et qui a très envie de découvrir l'hypnose me demande depuis combien de temps j'hypnotise, je reste très flou, mais en lui disant ça fait un sacré bout de temps. Et juste dans sa tête, pour que dans sa tête, ça crée la légitimité nécessaire sans que j'ai menti. Ouais. D'ailleurs, du coup, on te pose la question, là, ça fait combien de temps que tu hypnoses ? Un sacré bout de temps. Que tu hypnotises, pardon. Non, ça commence à faire pas mal de temps. Mais c'est important justement de même si, tu vois, imagine que ça faisait 2 mois que j'hypnotisais. Oui. Je t'aurais sans doute dit ça au début. Ça aurait eu moins d'impact. Je pense que tu serais vraisemblablement pas parti parce que même inconsciemment dans ta tête, tu te serais dit, en fait, il est débutant, il y a toutes les chances que ça marche pas. Ouais, mais je pense que c'est peut-être différent en fonction des personnes parce que moi, à la limite, tu m'aurais dit 2 jours. Enfin, du principe, je sais que tu sais, tu vois. Enfin, moi, j'étais en full.
Après, je voulais trop tester, donc de base, j'étais très réceptif, mais après, bon. Ça dépend En si vue de ce t'accordes que tu m'as fait facilement faire. ta confiance et tout. Ouais. Et on parlait, tout à l'heure, tu parlais aussi de ton entourage. Ouais. Donc, tu as une situation d'intermittent du spectacle. Exactement. Cette image-là, pour certains, elle peut être un peu, comment dire, précaire. Ouais. Est-ce que tu ressens un peu de jugement de leur part par rapport à ça? Alors, maintenant, non, ça va. Parce que j'arrive à en vivre. Mais forcément, on peut dire qu'au début, c'est compliqué pour les proches de se dire il abandonne une carrière en plus prometteuse dans le marketing digital pour être intermittent du spectacle, ou alors, comme j'ai entendu, saltimbanque. Donc oui, très clairement, c'est. Mais en fait, tu te rends assez vite compte. Enfin, moi, ça m'a pris du temps, mais tu te rends assez vite compte que c'est pas pour te mettre plus bas que terre et te dire ah tiens c'est mauvais machin. C'est parce qu'ils ont peur pour toi en fait. Ils se disent mais pourquoi il fait ça? Il avait quelque chose de hyper rémunérateur. Enfin hyper rémunérateur, entendons-nous. Oui. Mais il part sur quelque chose de beaucoup plus instable. Et c'est vrai que ce côté précarité, l'image de la précarité de l'intermittent du spectacle, elle nous colle à la peau. Pourquoi? Parce que c'est France Travail qui nous verse des indemnités. Et donc, c'est même considéré dans certains, même si c'est un statut particulier, c'est considéré comme étant chômeur. Donc, Pour les emprunts, même de maison, ça doit être un peu plus compliqué, j'imagine. C'est ça. Ouais. Alors, il y a maintenant, quand on est intermittent du spectacle, si tu veux faire un emprunt, en fait, il faut que tu arrives à justifier que tu aies 3 ans d'activité avec un. Voilà. Donc, mais c'est pas un CDI où tu es validé en période d'essai après 3 mois. Là, d'un coup, c'est bon, c'est open bar. Ouais. Alors que tu peux te faire virer et que tu peux te barrer aussi quand tu veux. Mais donc, non, c'est vraiment, pour le coup, une image qui nous colle à la peau. Et ce qui est sûr, c'est que je gagne moins bien ma vie qu'avant. Hein. Soyons honnêtes. Je suis moins bien rémunéré qu'avant, mais ce que je gagne me permet d'en vivre. J'ai un peu adapté mon niveau de vie. Et surtout, mais je m'éclate. Mais pour rien au monde, je retournerai en arrière. Ouais, je comprends. Mais et justement, par rapport au fait de ton quotidien d'hypnotiseur, comment ça se passe même vis-à-vis des spectacles? T'en as tous les combien de temps? Alors, ça dépend. C'est un peu ça m'intrigue un peu finalement. Alors moi, je fais des spectacles pour des particuliers, pour des anniversaires, des enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, des mariages, ou pour des fêtes. Là, prochainement, j'ai une crémaillère. Bon, Ok. voilà, c'est une occasion. Souvent, pour les anniversaires, c'est des grosses dates, tu vois, c'est les 50 ans, les 40 ans, les Ouais. 18 ans, enfin voilà. Et puis pour les entreprises, je fais ça beaucoup pour des soirées événementielles. La plupart du temps, les comités d'entreprise, les CSE, me disent, en fait, j'ai déjà tout fait, j'ai fait le magicien, j'ai fait ceci, j'ai fait l'escape game, j'ai fait le lancer de hache, je sais plus comment me renouveler, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Ah, l'hypnose, on n'a jamais fait. Souvent, on est un peu la caution un peu waouh, même s'il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur de l'hypnose. Ça aussi, je pourrais vous donner une anecdote là-dessus, mais du coup, il y a des périodes, il y a beaucoup de saisonnalité. Par exemple, le mois de décembre, c'est le mois où je travaille le plus parce que j'ai toutes les fêtes de fin d'année des entreprises. Les anniversaires, c'est un peu toute l'année. Et après l'été, moi, je suis en camp de vacances pour proposer aux vacanciers des spectacles d'hypnose. Donc c'est vraiment une saisonnalité. Voilà. Là, on arrive en plein été. Et donc là, ça va être une période assez dense sur les camps de vacances, par exemple. Et en général, c'est les gens qui viennent vers toi via tes réseaux sociaux, par exemple, Ouais. ou sur ton site web Ouais, ça se alors passe ça marche beaucoup par les réseaux sociaux, très clairement. D'où l'intérêt d'essayer de gagner des followers. D'ailleurs, abonnez-vous. Parce qu'en fait, à quoi servent les abonnés sur les réseaux sociaux? Principalement à donner de la légitimité. Parce que quand tu as une entreprise qui veut faire appel à un artiste, et ben maintenant, la première chose que tu vas voir, c'est que tu vas voir son Instagram et combien il y a de personnes. Et bizarrement, entre le fait qu'il ait 3000 personnes, 10 000 ou 100 000, et ben, la valeur perçue va être complètement différente. C'est fou, alors que des fois, ça veut rien dire. Ah bah surtout qu'il y a des gens qui achètent Mais leurs oui, c'est followers. ça. Moi, Ah, je me d'accord, suis encore toujours plus refusé dingue. à faire ça. Ouais. Mais c'est effectivement, mais ça fonctionne comme ça. Et le domaine artistique, moi, dès que je donne mon Instagram, les gens me disent, notamment les jeunes sur TikTok,
Ils me disent « Oh, mais t'as que ça comme follower ?» Je fais « Bah ouais, mais TikTok, c'est plus compliqué. » Et il y en a qui me disent « Ah non, ça c'est bien, etc. » machin. Donc, Mais après, je pense qu'il y a aussi un plafond dans le sens où il faut quand même que tu aies la légitimité d'avoir du coup des vrais followers pour aussi, je pense que c'est une technique aussi pour pouvoir augmenter tes prix derrière. Et je pense qu'il y a une certaine limite pour les entreprises. Ils vont en effet essayer de regarder quel est le meilleur hypnotiseur, machin, etc. Mais bon, si la personne a, je dis n'importe quoi, 1 million d'abonnés, 500 000 abonnés, etc., et que derrière, tu as le devis du truc, du bidule, du chouette, et que finalement, bah, c'est hyper cher, bah, ils vont rétrograder, je pense, en niveau, tu vois. Je pense, hein, après, je c'est sais pas. ça. Et puis après, pour te répondre, donc il y a des prestations le soir, en journée, mais c'est l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire que les jours où je ne travaille pas, et ben du coup, France Travail me verse un complément de revenu. C'est ça l'intérêt de l'intermittence du spectacle. Ok. Et t'as dit que ton niveau de vie a baissé. Est-ce que t'as dû sacrifier des choses pour vivre de ta passion? Oui, oui, concrètement, ça va être faire beaucoup plus attention, notamment sur les dépenses de voyage ou ce genre de choses-là, très clairement. J'ai réussi à pas changer de lieu d'habitation, mais pour le coup, oui, il a fallu que je m'adapte. Et puis surtout, mettre moins d'argent de côté. Oui, il y a Ouais, bah ça, ouais. il y a ça, il y a ça aussi. Donc, Après, voilà. quand tu veux vivre de ta passion, c'est Frédéric Mazzella qui disait ça, le fondateur de Blablacar. Mm. Il a dit, moi je m'en fous, je suis italien, au pire je mangerai des pâtes. Énorme. Et il y a un peu de ça, en fait, c'est là où tu montres un peu cette conviction de, en fait, je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, surtout le pourquoi est hyper important. Et je pense que maintenant, enfin, comme tu l'as dit, t'as drastiquement peut-être baissé ton niveau de rémunération, mais ton niveau de plaisir, bonheur. Tu nous le disais tout à l'heure quand tu nous as hypnotisé, tu nous as dit, mais en fait, voilà, regarde, quel kiff de faire De vivre ça. de ça, ouais. Mm. Mais en fait, ce qui est super important pour moi, c'est c'est le niveau des valeurs. On en parlait tout à l'heure. En fait, avec ce boulot-là, l'hypnose de spectacle, je parle, parce que j'ai une casquette hypnothérapeute également, mais que je fais de moins en moins, parce que l'hypnothérapie, c'est dur. L'hypnothérapie, il y a des gens qui viennent avec des vraies problématiques, ça pleure, etc. Et moi, je suis un peu une éponge émotionnelle, j'en prends un peu plein la tête aussi. Donc, on va dire que ça peut être un peu compliqué. Mais l'hypnose de spectacle, moi, j'ai trouvé ma place parce que je sensibilise les gens sur l'hypnose, je les fais marrer, je les divertis avec l'hypnose et en même temps, je leur fais se rendre compte que l'hypnothérapie peut les aider. Et je les encourage sur les différentes problématiques qui peuvent être traitées en hypnothérapie à consulter. Et en fait, du coup, ils ont vécu un bon moment, ils ont rigolé, ils se sont sentis bien, c'est éthique et bienveillant. Et en plus, on leur a dit et on leur a démontré que l'hypnose fonctionne et que ça peut les aider dans le cadre de leur vie perso. Pour moi, je coche toutes les cases nécessaires. Et puis même pour toi, personnellement, du coup, il y a moins cet effet éponge émotionnel aussi au quotidien où tu dois mieux en vivre, entre guillemets. Et moi, tu me vois en spectacle, je suis mon premier public. Hein. Moi, je m'éclate comme un petit fou. Bah, même là, quand on a fait tout, on se marre. Hein. C'est énorme. mort de rire. Et pourtant, des gens qui ont fait ce que tu as fait, j'en ai des milliers. Mais à chaque fois, vu que on est dans de l'humain, c'est différent. Tu vas avoir une façon de réagir différente de toutes les personnes que j'ai fait auparavant. Et à chaque fois, je suis totalement émerveillé par les réactions que ça donne, par la réponse que tu vas apporter à l'hypnose, par des fois comment ton imagination va interpréter les choses. Mais moi, je redécouvre. Et c'est pour ça que je ne suis mais jamais blasé. Et moi, j'ai une petite question qui m'intrigue. C'est, est-ce que tu peux nous raconter un peu une personne? Alors, t'as dit, t'as hypnotisé beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a une histoire? T'as pas le droit de me citer moi, bon, ok. Mais je rigole. Mais une histoire, une expérience que t'as faite envers une personne qui t'a vraiment, qui t'a vraiment fait kiffer sur le moment, où la réaction a été complètement folle, ou peut-être dramatique, ou folle plus positive, mais enfin. Alors, des réactions folles, j'en ai tout le temps. Mais quelque chose que j'adore faire. Pour les personnes très réceptives, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas fait. Je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est de faire ce qu'on appelle un cadeau hypnotique. Et en fait, un cadeau hypnotique, pour les personnes réceptives comme vous, c'est l'idée de se mettre un bouton sur le poignet. Et en gros, c'est un bouton du bonheur. Et en gros, dès que la personne va s'appuyer sur le bouton, elle va se faire un shoot de bonheur et de bonne humeur et de sourire. Et ça reste après l'hypnose. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'appelle un ancrage en hypnose, et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir réactiver dans les jours d'après. Et ça, je me rappellerai d'une personne qui l'a fait, et c'est arrivé plusieurs fois, mais surtout cette personne-là, qui appuie sur le bouton, et qui explose en sanglots, et qui me fait un gros câlin pour me dire « mais merci », etc. Enfin,
La réaction folle. C'est juste, t'as l'impression de faire quelque chose qui compte, quelque chose de bien. Et moi, ce que j'adore, j'ai fait un peu mon espèce de, comment dire, je me suis mis un peu de recul en disant, mais pourquoi j'aime ça? Il y a 2 choses qui me font kiffer dans la partie hypnose de spectacle. La première, c'est qu'on me regarde un peu comme si j'avais un peu des super pouvoirs, ça j'avoue. Ça, c'est assez grisant. Mais la deuxième, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens. Et moi, je peux te le dire, Tanguy, je peux te le dire, Paul, je sais que cette journée, et ce que vous avez vécu, je sais que vous vous en souviendrez toute votre vie. Parce que la première fois qu'on vit cet état, et notamment quand on va aussi loin que vous êtes allé, mais je sais que tu t'en souviens. Et en fait, dans ma tête, c'est très valorisant de me dire, j'ai eu un impact positif sur la vie de cette personne. Et ça, moi, enfin, je suis le plus heureux. Incroyable. Et le bouton là du bonheur, ça reste, t'as dit quelques jours ou ça reste carrément à vie? Ça dépend des gens. Sinon, fais-le moi. Maintenant. Ça dépend des gens. Souvent plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Après, j'ai pas forcément le contact aussi longtemps, du coup, etc. Mais encore récemment, j'ai eu une personne que je lui ai fait il y a peut-être 2 mois et qui m'a dit, tu sais, j'utilise toujours le bouton, ça marche super bien. C'est ouf. Incroyable. Donc c'est quand même génial de pouvoir jouer avec les émotions, mais ces émotions positives en fait, et de pouvoir aider les gens comme ça. Je suis à ma place. Et on parlait d'hypnothérapie. Concrètement, si on donne des cas concrets, pourquoi aller voir un hypnothérapeute? Alors, l'hypnothérapie, il y a plein de cas différents et variés. Néanmoins, on va essayer de les regrouper et de vulgariser un peu tout ça. Le premier, celui que tout le monde connaît, l'arrêt du tabac. N'est-ce pas, Tanguy? L'arrêt du tabac, c'est hyper connu. Ça fait partie, là, on va le rapprocher de la famille des addictions. Donc, globalement, on peut travailler sur toutes les addictions. Alors, attention, il y a des cadres différents. Par exemple, une addiction à l'alcool, on peut la travailler, mais jamais tout seul sans le suivi d'un addictologue, parce que le sevrage dans un arrêt d'alcool peut vraiment être délétère pour le corps, alors qu'un arrêt de tabac, c'est pas la même chose. Donc il y a toute la partie addiction. Il y a la partie gestion de la douleur. On peut atténuer / supprimer une douleur sous hypnose. Pas dans tous les cas, mais si cette douleur, elle a été, on va dire, d'un point de vue médical, votre médecin vous a dit, là vous avez mal physiologiquement, il n'y a aucune raison. Là, on peut vraiment y jouer parce qu'il y a de fortes chances que ce soit votre cerveau qui vous recrée cette douleur. Ça peut être également au niveau des phobies, très connues. Pour arrêter une phobie, qu'est-ce que c'est? C'est une peur irrationnelle. Avoir peur d'un serpent, c'est normal, parce que c'est un animal potentiellement dangereux. Par contre, voir un serpent à la télé et se mettre à hurler, ça, c'est pas normal. Et là, ça devient irrationnel, là, ça devient une phobie. Et donc ça, très clairement, c'est, on va dire, plutôt simple à régler. Et après, il y a tout ce qui va être traumatisme, les deuils, la perte de poids sous hypnose également marche très bien. Et il y a un nombre de... Les angoisses, j'en ai pas parlé, mais crise d'angoisse, stress, gagner confiance en soi. Toutes ces genres de choses-là, la prise de parole en public, pour ceux qui ont du mal, etc. Il y a une large palette d'applications qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un suivi? Par exemple, tu parlais de confiance en soi, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a besoin de faire, je sais pas, une séance tous les 6 mois, par exemple? Ou alors tu le fais une fois et hop, c'est bon, tu gagnes confiance en toi? Alors, l'hypnothérapie est une thérapie brève. C'est-à-dire que, globalement, on va estimer que par problématique, il faut entre 1 et 3 séances pour que ça fonctionne. Mais il faut quand même, dès la première séance, avoir vu des changements. S'il n'y a pas de changement, soit c'est que l'hypnothérapeute n'est pas le bon pour toi. Très important, se fier à son instinct. C'est comme aller voir un psy. Si tu vas voir un psy ou un hypnothérapeute et dans ta tête, il y a un truc qui te dit « Oh, je le sens pas, lui, je le sens pas », ça sert à rien parce que tu vas t'auto-saboter la séance, même si lui est potentiellement très bon. Donc peut-être que c'est pas l'hypnothérapeute pour toi, mais peut-être également que c'est l'hypnose qui n'est pas pour toi. En fait, c'est un moyen de médiation, comme il y en a plein d'autres. Il y a, je sais pas, ça peut être l'ostéopathie, la chiropraxie, l'acupuncture. Il y a plein de trucs en fait. Et on est plus ou moins sensible en fonction des personnes. Mais en tout cas, ça reste une thérapie brève de 1 à 3 séances en règle générale. Si au bout de 3 séances, ça n'a pas bougé, soit faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre, soit c'est que l'hypnose, c'est pas ton truc. Et c'est pas grave.
Ok, donc ça tient dans le temps quand même. Mais ça tient dans le temps, ouais, tout à fait. C'est fou. Et après, tu peux, quand tu arrêtes de fumer, il y a des gens qui arrêtent de fumer en une séance, on en parlait, il y en a qui arrêtent en une séance de fumer, mais il suffit que tu aies un espèce d'accident émotionnel, d'une bêtise, d'un deuil, etc. Ton cerveau, il sait plus gérer, il se rappelle que la clope l'avait aidé à un moment, et hop, il repart, etc. Bon, c'est des choses qui arrivent, ça veut pas dire que l'hypnose n'a pas été efficace. Et dans ces cas-là, y retourner va pouvoir t'aider. Mais entre guillemets, il faut aller voir un hypnothérapeute quand tu en ressens le besoin. Tu ne vas pas voir un hypnothérapeute de façon mécanique tous les mois, tous les 6 mois, etc. Non, c'est pas ce type de suivi-là. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a un jour là où même malgré le fait tout le bonheur que ça te procure, à des jours où tu as voulu abandonner, où voilà, tu n'y arrivais peut-être pas au niveau de ton organisation, de comment, voilà, peut-être des moments de doute finalement, tout simplement. Le plus gros moment de doute, ça a été sur ma période de tout début. En fait, je vous ai expliqué, la première personne que j'ai fait, ça a fonctionné, celle d'après aussi. Et j'ai eu une phase où j'ai eu 9 personnes à la suite où ça ne marchait plus du tout. Je vous rappelle que l'hypnose, pour que ça fonctionne, il y a la compétence de l'hypnotiseur, on va dire à 50%, mais à 50%, il y a l'état d'esprit dans lequel est la personne en face de toi. Si elle a peur, si elle est dans le défi, elle veut te montrer que ça marche pas, etc., de toute façon, ça marchera pas. Et sur ces 9 personnes, ça n'a pas marché, mais genre rien du tout. J'en étais au point de me dire, ok, en fait, j'ai eu de la chance sur les précédentes fois. Et en fait, j'ai eu de la chance et je vais tout arrêter. Et par chance, la 10e, ça a refonctionné. Là, ça m'a relancé. Ouais, ça t'a relancé. C'est le vrai seul moment de doute. Mais ce qui est dingue, c'est que maintenant, je fais de l'hypnose depuis plusieurs années et j'ai pas la moindre sensation d'ennui. Je sais pas si vous le sentez et je sais pas si ma passion se ressent. Si. Non, Mais- pas du tout. Mais et pourtant, ce que Arrête. je vous dis, ce que je vous Ça dis, fonctionne pas, c'est bullshit en fait. Depuis tout à l'heure. ce que je vous dis, c'est des explications que je dis parce qu'en fait, tout le monde me pose les mêmes questions aussi. Donc je communique là-dessus et j'ai beau le dire 100 fois, 1000 fois, etc. Et ça ne m'ennuie pas du tout. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que je sens que je suis à ma place. Et puis je pense que tu as un tout autre état d'esprit quand justement ça fonctionne pas, contrairement au début, quand ça fonctionne pas chez quelqu'un, tu te dis bon bah voilà, t'es pas réceptif, tu expliques sûrement pourquoi, machin, etc. C'est une super bonne question que tu poses parce qu'il y a plein d'hypnotiseurs qui ont un vrai problème avec le fait d'échouer. Moi, j'ai réussi à faire la paix avec l'échec. De se dire, bah échouer, en fait, j'ai ma part de responsabilité, ok, mais il y a une grosse part, c'est dans le volontaire. C'est pas que moi. Si ça fonctionne pas, ça veut pas forcément dire que c'est moi qui suis nul. Peut-être que ça l'est, peut-être que j'ai pas eu la bonne technique. Et c'est là où c'est compliqué, vu que les torts sont partagés. Je peux pas trop savoir si c'est moi ou pas moi. Donc c'est pas facile d'avancer sur ce sujet-là. Mais par contre, si ça marche pas, mais c'est complètement ok. Et je connais encore des hypnotiseurs qui ont encore plus d'expérience que moi et que dès que eux ça marche pas, eh ben ils se remettent en question en mode ah non mais là j'ai tout merdé, c'est horrible machin. Non, arrête de t'enfoncer toi-même. Donc c'est vraiment important d'avoir le recul de se dire c'est ok d'échouer. Ok. Et tu penses que Mesmer, par exemple, plus grand hypnotiseur, etc. et tout, Non, ça c'est moi lui le plus arrive grand. Je fais 2 mètres. plus grand. Ah oui. C'est vrai. Non, mais lui aussi, tu penses qu'il a encore aujourd'hui, malgré voilà, toute l'expérience qu'il a pu avoir, etc. Mais des bien moments- entendu, Mesmer, il ne peut pas hypnotiser tout le monde, ça ne marche pas. Ouais. Et en Ça, fait, ce qui a fait son succès, c'est ces émissions où les gens pensent que c'est faux. Moi, je vous le dis, tout ce qui se passe chez Mesmer, c'est 100% vrai. Par contre, c'est pour le coup, tous les petits tests de réceptivité que vous avez vécu tout à l'heure, il les fait en amont, en dehors des caméras, Ok. de façon à, sur la scène, à la télé, n'avoir que des personnes déjà très réceptives. Et comme ça, on a l'impression, et comme ça, c'est très rapide, parce que la télé doit montrer quelque chose d'hyper rapide. Mais quand il va quand tu vas le voir en spectacle, alors maintenant il fait des grands spectacles, lui, il y a 2000, 3000 personnes, il fait des tests, il prend qu'une partie des gens pour faire le show, les plus réceptifs. Mais encore heureux, parce que sinon, si les Ouais, 2000 personnes arrivaient sur scène, ça serait un peu compliqué. Ouais, tu étais. Mais bien sûr qu'il est comme tout hypnotiseur, il n'y a pas d'hypnotiseur qui réussit à 100% des. C'est pas possible, vu que la responsabilité est partagée. On va parler un petit peu de notre expérience, mais avant ça, donc là, on a une belle perspective sur tout ton parcours. Si tu devais donner un conseil au Florian de 25 ans, ce serait quoi? Ou si tu devais te donner un conseil, tu veux parler de toi à la première personne. Oh, j'ai envie de dire
Va faire ton burn-out plus tôt, mec. Non, mais vous rigolez, mais je remercie ce burn-out, je remercie cette entreprise, je remercie ce patron. C'est le passé Parce qui a que- fait. Sans ça, mais je serais pas devant vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le sens où je me serais tiré une balle, hein, mais dans le sens où j'aurais jamais découvert cette partie-là, cette passion. Mais donc, en fait, là où j'ai une vraie chance, c'est que oui, je suis tombé très profond dans le fond de la piscine, mais moi, j'ai réussi à rebondir pour aller encore plus haut qu'avant. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je le souhaite à personne. Mais moi, je remercie tout ce qui s'est passé, parce que sans ces épreuves, j'aurais jamais découvert, je serais resté dans mon petit confort, je serais encore à faire du marketing sur mon PC, et je serais passé à côté de tellement de choses. C'est pour ça que le seul regret que j'ai, c'est que ça ne me soit pas arrivé plus tôt. Sinon, tu serais pas là dans sous les apparences ou sous les vêtements. Oh, ta tease de Oh, punaise. Et on est sur du teasing, mais. J'arrive pas encore à capter que j'ai pu. Et puis, bah, justement, on peut. Alors, déjà. Ouais, Non, vas-y. Juste, ouais, non, j'aimerais bien que tu donnes un conseil justement à toutes les personnes qui sont bien aussi bien dans des boîtes, qui ne trouvent pas de sens finalement au travail ou ce genre de choses. Ce serait quoi un peu le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Mon vrai conseil, c'est de se dire, déjà, si vous avez une passion, quelque chose qui vous intéresse, creusez. Parce que il y a forcément un moyen de gagner de l'argent avec cette passion. Je vous dis pas que vous allez réussir à en vivre facilement. Mais pour moi, ce qui vous drive vraiment, c'est rarement le travail. Il y en a pour qui c'est le boulot, et tant mieux pour eux. Mais souvent, on a quelque chose, genre une passion. Ah, moi, j'aime bien peindre, moi, j'aime bien aller sortir avec mon chien, j'en sais rien. Et on a tous des trucs qui nous... Ça résonne dans le cœur, en fait. Donc, et j'ai envie de dire, creusez là-dessus, parce que la plupart des gens se disent, mais non, j'adore faire de la musique, mais j'arriverai jamais à en vivre. Et en fait, ils ne poussent même pas. Je dis pas que ça va être facile, mais il y a forcément un moyen. Donc, mon vrai conseil, c'est juste essayer de pousser votre passion ou votre intérêt ou votre hobby, parce que d'avoir une passion, c'est pas donné à tout le monde non plus. Moi, j'estime que c'est une passion parce qu'à un moment, je mange hypnose, je dors hypnose, vraiment, ma vie est maintenant tournée autour de ça, sans aucun ennui. Mais vraiment, aller creuser, ça peut vraiment débloquer quelque chose d'incroyable, et vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. C'est incroyable. C'est un autre paradigme, en fait. Incroyable. Ah, merci. Quel beau Trop message. Avant de parler du coup de l'expérience, déjà merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Franchement, Ouais, merci beaucoup. de t'être ouvert comme ça, d'avoir partagé aussi tout ce que tu sais donc sur l'hypnose, et je pense qu'il y a plein de questions qu'on avait et puis que les gens auront sûrement, et maintenant il y a toutes les réponses. Ça c'est Ouais, trop bien. de fou. Et pour tous ceux qui en doutent encore, vraiment tester l'hypnose avec l'envie de vraiment le tester. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui se disent, mais non, ce qu'on voit sur Internet, c'est faux, machin, etc. Moi, je vous le dis, c'est vrai. Ouais. Et on peut le dire nous aussi. Bah là, on peut le dire. Hein. Parce que là, bah... Et justement, toi Tanguy, t'as ressenti quoi? Alors moi j'ai ressenti alors c'est vrai que ça fait énormément de bien. Alors moi je suis très anxieux, donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que je sens quand même toujours je suis jamais encore décontracté à 1000%, même quand je médite, je sens jamais une décontraction à 100%, mais c'est vrai que ça fait du bien. Et après c'est encore plus fou quand tu nous fais fermer les yeux là, et que c'est trop bizarre, c'est un peu comme si c'était de la magie. Et tu sais que voilà, il y a tes techniques, c'est là où on voit que donc tu l'as dit, c'est pas un don, mais c'est du travail, tu sens qu'il y a, et tu ressens, et après tu t'exécutes ce qu'il dit là. Alors, j'aime pas le mot exécuter parce que t'as un ordre. En fait, en hypnose, on parle de suggestion. Ouais. Je fais une suggestion, et libre à toi ou pas de l'accepter ou de la refuser. Au fond de toi, tu peux la refuser. Mais si tu l'acceptes, c'est que pour toi, c'est OK. Ah ouais, moi là j'étais très réceptif. Ça va, Michel? Ouais. Et toi, Polo? Ouais, non, incroyable. On vous mettra toutes les vidéos après ce podcast. Mais pareil, ouais, c'est ça, un état de détente. En fait, du coup, on dort pas, mais on ferme les yeux. Et à un moment, on était au sol. On mettra des petites vidéos, des petits extraits. Mais en fait, t'es au sol, tu me dis, vous êtes bloqué. En fait, je sais pas, j'avais ce sentiment de... En fait, je peux, mais en fait, je peux pas. Mais en fait, j'ai même pas envie parce que je me sens trop bien. Et j'avais envie de rester dans le sol. En fait, vraiment, tu ressens un peu... J'avais ressenti ça, moi, quand j'avais fait Vipassana. C'est une retraite méditative de 10 jours où tu médites 10 heures par jour. Et en fait, il y avait des moments où je ressentais un peu ça,
un sentiment d'apaisement et de détente totale. Et ça, c'est dingue. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas 10 heures par jour, hein, c'est en 30 secondes. Ah, là, c'est instantané. Là, c'est instantané. Mais moi, il m'a achevé. Il a fait plusieurs exercices, il m'a achevé. Non, en vrai, c'est incroyable. Très, très bonne expérience. Et comme tu l'as dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, vraiment magnifique. C'est trop cool. Ouais. Vous êtes prêts? Une mini-expérience, là? Ouais. Ok. Allez, let's go. Alors, prenez juste une... Alors, je précise, hein, ils ont déjà été hypnotisés tout à l'heure, donc ils sont encore dans l'état, même s'ils s'en rendent pas trop compte. Parce qu'on se rend pas compte qu'on est hypnotisé, Ouais, pas on est du d'accord. Ok. Vous restez bien assis sur vos chaises. Prenez une grande inspiration. Détendez-vous à l'expiration. Relâchez, fermez les yeux et juste dormir. Détendu, relâché, exactement comme ça. Et vous replongez très profondément. À partir de maintenant, le verre d'eau qui est en face de vous, votre verre d'eau, fait 10 000 tonnes. C'est complètement impossible pour vous de le soulever. Comme si vous perdiez toutes les forces dans votre bras au moment de le soulever. Il est complètement soudé, collé à la table. C'est impossible pour vous de le soulever. Ça s'ancre à l'intérieur de vous. À 1, à 2 et à 3, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et vous avez très très soif. Alors, je sais pas si vous le voyez. Et ce qui est cool, c'est que la tasse, elle est hyper légère. Il n'y a pas de problème, la tasse. Ah oui. Je vous jure qu'on ne fait pas semblant. Je ne vous jure qu'on ne fait pas semblant et que c'est réel. Alors expliquez. En fait, non, c'est. Alors, tu sais que tu peux le faire parce qu'on l'a déjà fait, mais là, c'est impossible. À demain, mec, j'y arrive pas. Oui, parce que tout à l'heure, il nous a dit non, c'est bon, les gars, moi, vous êtes réveillés, c'est bon, vous êtes plus sous état. Mais Alors attendez, on va terminer la petite démo. Je te remets un peu d'eau. Tiens, vas-y, remets-toi un peu d'eau. Ouais, c'est tout. Ok, merci. Prenez une grande inspiration. Dormir. Détendu, relâché. Et vous replongez. Et à partir de maintenant, vous allez avoir très soif. Le verre d'eau va se redevenir léger, normal. Vous allez avoir très soif, mais vous allez voir que l'eau qui est dedans, en fait, elle a un goût, mais horrible. C'est le pire goût que vous ayez jamais goûté. C'est infect, c'est insupportable. Oh, ça donne envie de cracher, c'est horrible, insupportable. Et attention, 1, 2, 3, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Bon, à la vôtre, je voulais vous remercier pour m'avoir accueilli. Merci beaucoup, entre un calot. Hein. Merci. Ah, tienne. À la vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Elle est horrible. Mais c'est de l'eau. Il aime bien se foutre de nous. Ça sent quoi? Alors, il n'y a pas d'odeur. Bah, vas-y, goûte, tu vas voir, c'est encore pire. C'est vraiment infect. C'est vraiment infect. Ah, si vous êtes que sur la version audio, allez voir la version vidéo parce que c'est dingue. Et ça redevient normal maintenant. Et vous vous souvenez de tout maintenant. C'est zinzin. Attends, et mec, on y a même pas. Non, c'est dingue. Non. Voilà, C'est c'est une pour dinguerie. la petite démo. Donc je rappelle qu'ils ont été en état d'hypnose il y a un peu 1 heure à peu près. Et en fait, l'état d'hypnose va un peu rester jusqu'à un moment s'évanouir avec le temps. Mais là, vous allez être encore en état d'hypnose pendant quelques temps, mais ça vous a pas empêché de faire un super podcast. Ouais, c'est très bien, mais merci. En tout cas, merci Hypnétique, ou plutôt sous les apparences Florian. Sous les vêtements, vous comprendrez du coup. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et Et puis à la prochaine. À la prochaine. Et ben ouais, et puis suivez-moi. Hein. On met tout en description. on mettra les. Merci Ciao, à tous les merci. deux. Merci beaucoup. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Et ça, on vous le partagera dans Sous les apparences. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. C'est un podcast naturiste, c'est une version de Sous les apparences, version naturiste. Et tout le monde doit être entièrement à poil. Donc Paul et moi, on est complètement à poil. Et 1, 2, 3, tu peux résumer maintenant. Bon, on est prêts? On est prêts? On est prêts, Tanguy? Mais quoi, c'est ta place? Tu m'as dit que c'était naturiste. Non mais j'ai pas envie de vous voir à toi. Habillez-vous, bande de... Moi je suis habillé, bordel. Bah oui, mais on t'attend que tu te files à poil. Mais vas-y, arrête de me parler là. Ils sont nuls. Ils sont nuls.
Oh Tanguy là, on va être en retard pour le tournage. Allez, Tanguy, viens. Voilà, c'est bon, je vous vois torse nu. Mais les gars, vous êtes nuls, mais habillez-vous, mon gars. Eh regarde, on peut danser Non, comme non, ça. non, je vais pas voir ça.